Bonjour, nous allons maintenant nous intéresser au dernier cours sur les réseaux TCP/IP, à savoir les protocoles de la couche 4, TCP et UDP. Alors au sommaire, donc tout d'abord l'étude de TCP, un petit peu détaillée en termes d'acquittement, de contrôle de flux. Ensuite, nous verrons UDP, ce qui est une version simplifiée de TCP, puis nous parlerons de la synthèse du tout, à savoir les sockets TCP/IP qui permettent de programmer des applications sur Internet. Alors tout d'abord, les caractéristiques de TCP. Il s'agit bien sûr d'un protocole au niveau 4 de la couche transport. Il fonctionne en mode connecté, ça c'est important, c'est-à-dire qu'on établit une connexion et qu'ensuite on envoie tous les paquets sur cette connexion, un petit peu le même principe que le réseau téléphonique. Il s'agit d'un standard de fait avec des avantages de disponibilité, d'indépendance vis-à-vis du matériel ou du système d'exploitation utilisé. Il est donc transparent au matériel utilisé. L'adressage, il y en a toujours, et là, il se fait par ce qu'on appelle des numéros de port. On parlera de port TCP. Il est globalement conforme au standard OSI avec possibilité d'avoir des services utilisateurs, ce qu'on ne détaillera pas. Alors maintenant, si on regarde un petit peu le rôle dans le modèle OSI, donc là, je rappelle que la couche 1, son rôle, c'était d'assurer un moyen de connexion physique entre des machines distantes, par exemple fournir un signal, fournir un support, etc., hein, s'arranger pour que des informations puissent aller d'une machine à une autre. Au niveau de la couche 2, eh bien, ici, il s'agit d'être capable de relier plusieurs machines. Donc, il va falloir gérer qui peut parler à quel moment. D'accord? Donc, ça, c'est des machines qui sont bien sûr directement connectées et ça se fait à travers les fameuses adresses MAC. On arrive au niveau de la couche 3. Donc la couche 3, elle doit assurer la communication entre des machines sur des réseaux différents cette fois. Donc là, on va traverser plusieurs réseaux, on traverse notamment des routeurs, et on définit les fameuses adresses IP. Et enfin, on arrive au niveau de la couche 4. Et là, on peut se demander à quoi elle sert. Eh bien, tout simplement, elle assure la communication entre des applications identifiées, donc ça grâce à des numéros de port, sur des machines distantes. Quand je dis des applications identifiées, elles sont identifiées par quoi? Par quoi est identifiée une machine, une application sur une machine? Tout simplement par des numéros de processus. Donc toute machine, que ce soit un système Unix ou Windows, a un numéro de processus. Donc il est repérable au niveau du système d'exploitation. Alors, si on revient sur le rôle dans le modèle OSI, donc plus précisément, TCP doit garantir la fiabilité des informations échangées. Est-ce que tous les paquets ont été bien reçus dans le bon ordre? Est-ce que les capacités locales peuvent absorber le flot entrant des données? S'il y en a trop qui arrivent, qu'est-ce que j'en fais? La mémoire peut déborder. Puisqu'on est en mode connecté, comment spécifier un canal virtuel dans lequel les informations circulent sur Internet? Tout ça, on le verra à la fin. Alors, au niveau des services offerts, premièrement, établissement et fermeture de connexion de transport, hein, pour ouvrir et fermer une connexion. Être capable de faire du contrôle de flux par fenêtrage, hein, pour calmer le jeu quand il y a trop de données qui arrivent. Contrôler la segmentation des données en paquets et réassemblage, donc ça c'est le contrôle de ce que fait la couche IP. Contrôle d'erreur par acquittement positif des données reçues et retransmission si absence d'acquittement. Ça se fait grâce à une temporisation. Hein, si on dépasse un temps limite, on arrête les frais. On peut également faire du multiplexage de plusieurs applications, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs applications en parallèle, enfin pseudo-parallèles sur votre machine, qui utilisent une même connexion TCP. On peut contrôler les priorités, gérer la sécurité, etc. Voilà pour les principaux services offerts. Alors tous ces services sont décrits dans le RFC 793, hein, le mode connecté. La fiabilité, elle repose sur deux champs qu'on va voir après l'entête. Le contrôle de flux, lui, est basé tout simplement sur une fenêtre, Windows en anglais, glissante. Glissante, pourquoi? Parce qu'elle se déplace. On verra comment. Enfin, TCP est le support des applications bien connues telles que FTP, transfert de fichiers, DNS, Domain Name Server, et SMTP, la messagerie électronique. Naturellement, il y en a d'autres. Alors, commençons par voir l'entête TCP. Alors, l'entête TCP, il a à peu près la même structure que l'entête IP. Là, il est représenté en mots de 32 bits. Les deux premières informations sont les numéros de port, donc port source
port destination, vous constatez que ces numéros de port sont sur 16 bits. Ça veut dire qu'un numéro de port, il est compris entre 0 et 65 535. Ensuite, on trouve deux lignes de 32 bits, la première qui s'appelle numéro de séquence, la deuxième qui est le numéro d'acquittement, qu'on va détailler dans ce qui suit et qui participe justement à la fiabilité. Offset réservé, bon ça on n'en dira pas grand-chose. Par contre, ici vous avez un champ de 6 bits qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle les flags. La valeur à 0 ou à 1 de ces bits permet de définir le fonctionnement du protocole IP. Par exemple, si le bit ACK est positionné, ça veut dire que je suis en train d'accuser réception d'autres données reçues. Par contre, je ne peux pas avoir que le bit ACK à 1, je peux en avoir d'autres. Donc je peux avoir en même temps le bit push qui est à 1 également. Okay, donc plusieurs bits peuvent être à 1, ce qui permet de définir le fonctionnement de l'entête IP. Et enfin, un dernier champ à ce niveau-là, c'est la fenêtre qui est sur 16 bits. Ici, vous avez checksum, donc même principe de fonctionnement que dans le protocole IP. Et puis ici, un pointeur urgent. Lorsqu'il y a des données qui sont urgentes, donc ici, le premier flag est à 1, il faut indiquer à partir de quelle adresse se trouvent ces données. Donc c'est l'adresse qui est mise ici sous forme d'un pointeur. Ensuite, il y a des options et le bourrage, bon ça c'est rarement utilisé, et à la suite de ça, les données utilisateurs. Donc reprenons un petit peu ça au niveau des choses importantes. Tout d'abord, la fiabilité. La fiabilité repose sur un mécanisme d'acquittement. Donc pourquoi? Tout simplement pour assurer la bonne réception mutuelle des données, c'est-à-dire mutuelle pour la source et la destination. À l'émission d'un segment, vous avez un numéro de séquence qui est associé au segment TCP. On parle de segment au niveau de TCP et de paquet au niveau de IP. Donc à la réception d'un segment TCP, le récepteur retourne un segment dont le flag ACK, c'est-à-dire accusé de réception, est mis à 1. C'est l'accusé de réception classique, qui est accompagné d'un numéro d'accusé de réception égal au numéro de séquence précédent plus le nombre d'octets reçus. On parle d'acquittement positif. Alors on peut me dire, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a aucun octet reçu? Dans ce cas-là, on a un numéro minimum et le nombre d'octets reçus, il prendra la valeur 1. Alors ici un exemple, vous voyez que là il y a émission d'un message émis, donc on arme une temporisation, et puis le message a un problème, il est détruit quelque part, donc il n'est pas reçu. Donc lui forcément ne va pas envoyer d'acquittement, et ici, lorsque la temporisation échoue, eh bien on a un échec de temporisation et donc on va réémettre le message. Donc lui, cette fois, il va bien recevoir le message, il va envoyer l'accusé de réception qu'on reçoit et tout se passe bien. Donc ça, c'est pour le principe de la temporisation. Donc grâce à un timer déclenché dès l'émission d'un segment au niveau de la machine émettrice, le segment est réexpédié dès que le temps imparti est écoulé. Ce que ça veut dire que dans ce cas, la machine émettrice considère que le segment est perdu. Alors, la fiabilité, maintenant, je vous ai dit, repose sur deux champs. Vous avez tout d'abord un numéro de séquence et un numéro d'acquittement, SEC et ACK. Donc ces deux numéros, ils sont sur 32 bits et ils sont choisis aléatoirement au démarrage d'une connexion TCP. Donc ils peuvent être très grands. Donc ici, on prend des nombres faibles pour l'exemple, mais ces nombres peuvent être très très grands. Donc à chaque réception de n octets, TCP calcule le numéro d'acquittement très simple, il fait ACK égale ACK plus le nombre d'octets reçus. Et ces compteurs sont modulo 2 puissance 32. Ça veut dire si j'arrive au bout, je repars après au départ. Comme une horloge, tout simplement. Donc à part le paquet initial, tous les paquets auront le flag ACK à 1. Alors un petit exemple rapide pour bien comprendre. Vous voyez qu'ici j'ai un échange entre A et B. Donc ici A envoie son numéro de séquence à 212, ACK à 37, et ici vous avez 7 octets de données. Donc le numéro de séquence, c'est celui de A en fait. B reçoit le message et il envoie à son tour un message TCP avec ici un accusé de réception, puis 3 octets de données. Donc vous voyez que son numéro de séquence, c'est 37, puisqu'ici il avait ACK égale 37. Il y a inversion à chaque fois, numéro de séquence, numéro d'acquittement. Il concerne l'un ou l'autre d'émetteur ou récepteur. Donc SEC
c'est 37, et l'accusé de réception, eh bien, c'est le numéro de séquence précédent de A augmenté des 7 octets de données. Donc 212 plus 7, ça fait 219. Donc lui va recevoir 219, et A recevant 219, dans accusé de réception, comme il a mémorisé qu'il a envoyé 212, eh bien il sait que les 7 octets ont été correctement reçus. Pareil pour B, qui envoie donc son numéro de séquence à 37 avec 3 octets, et A va lui renvoyer à nouveau un accusé de réception, avec le bit ACK positionné, bien sûr, puis à nouveau un octet de données, par exemple. Et là, le numéro de séquence, ce sera toujours 219, puisque depuis, il n'a pas renvoyé de données, et un acquittement qui est égal au numéro de séquence de B plus les 3 octets que B a envoyés, ce qui fait 40. Et B recevra ce message et il vérifiera que ces 3 octets ont bien été envoyés. Donc, bon, il est clair que dans les applications réelles, les numéros de séquence sont beaucoup plus grands, que les volumes d'octets sont beaucoup plus grands, mais le principe reste le même. Alors, la perte d'un segment TCP consiste à utiliser, donc, comme on l'a dit, le mécanisme de transmission, de temporisation et de retransmission. Elle est basée en fait sur le prélèvement des segments à intervalles réguliers, et en fait, le TCP en calcule une moyenne pondérée. Donc le temps d'accusé de réception moyen, c'est 1 moins alpha fois T accusé de réception moyen plus alpha, etc. Donc, vous voyez qu'il est capable de calculer statistiquement une valeur de temps d'aller-retour, et que donc il va pouvoir calculer très simplement une temporisation à partir de ça. Donc l'amélioration de ça, elle se fait en ajoutant une petite marge de sécurité. Et ensuite, le checksum contrôle la fiabilité de chaque paquet. Voilà. Donc là, maintenant, pour la fiabilité, c'est terminé. Passons au contrôle de flux. Alors, le contrôle de flux repose sur cette fameuse fenêtre glissante, en anglais sliding window. Elle est employée donc pour transférer des données entre les différents hôtes connectés au niveau 4. Elle définit le volume de données susceptible d'être transmis via une connexion TCP avant que le récepteur n'envoie un accusé de réception. Et on a une taille de fenêtre dans chaque extrémité. Donc on peut avoir des tailles de fenêtres complètement différentes de chaque côté. Alors c'est basé sur cette fenêtre glissante. On définit W, la taille de la fenêtre glissante, qui définit donc le nombre de segments que je peux émettre. Ici W égale 5 pour l'exemple. Donc on va envoyer au maximum 5 segments TCP. Si on reçoit 2 accusés de réception parmi ces 2 segments, ben, ça veut dire que je peux à nouveau émettre 2 segments. Et à chaque fois qu'on reçoit N accusés de réception, on peut à nouveau émettre N segments. Alors si N est inférieur à W, et W segments si N est plus grand que W. Ce qui a peu de chances de se produire, puisque j'en ai envoyé que W, sauf s'il y a eu du retard. Donc W peut varier au cours des échanges. Ça, c'est clair. Alors on termine par un automate TCP qui définit un petit peu le fonctionnement. On regarde en fonction de la synchronisation SYN qui se fait au démarrage. Donc ça, c'est la phase de démarrage. Lorsque la connexion est établie, on arrive sur ce point-là. Et puis après, on a des échanges. Et puis les échanges, ils se terminent par une fermeture de la connexion. Donc le bit fin, final, est mis à 1. Et puis s'il y a expiration d'une temporisation, on vient également à ce stade-là. Bon, j'en dirai pas plus sur l'automate. Et nous passons maintenant aux numéros de port, les fameux numéros de port. Alors, il y a un certain nombre de ports qui sont prédéfinis, donc ça c'est décrit dans le RFC 1060, Assigned Numbers, notamment des ports serveurs. Par exemple, 21 c'est le port FTP, 23 c'est Telnet, 25 c'est SMTP, 143 c'est IMAP4, 443 vous l'avez utilisé c'est HTTPS. Et puis on peut se dire, les ports clients, c'est quoi? Les ports clients, c'est des ports sur 16 bits qui sont assignés par votre système d'exploitation, donc Windows ou Linux, selon le système utilisé. Voilà pour les numéros de port. Alors à partir de ces numéros de port, eh bien, on construit des petites structures d'information qu'on appelle socket TCP/IP. Donc, toute connexion Internet est identifiée premièrement par un service de transport, est-ce que j'utilise TCP ou est-ce que j'utilise UDP, une paire adresse IP du client, numéro de port du client, et une autre paire adresse IP du serveur, numéro de port du serveur.
Donc ça, si je compte bien, ça fait 5 informations. Et c'est ces 5 informations qui constituent une socket TCP/IP. Donc la socket, c'est le support de base de toutes les applications client-serveur sur Internet. Donc c'est important. Alors, une chose importante, cette socket, elle est unique. Je reviendrai là-dessus. Donc, le numéro de port serveur, c'est un numéro standard de service prédéfini. J'en ai donné quelques exemples. Par exemple, HTTP, c'est le port 80 ou un numéro spécifié dans une application. Alors, tous les numéros de port, on peut les lire quelque part. Ils sont dans le fichier /etc/services qu'on peut trouver également sous Windows. Dans Win, System 32, Drivers, et puis dedans, vous avez ETC Service. Port serveur, lui, est défini par un utilisateur. Par exemple, si vous avez une application qui en écoute sur le port 33 333, je rappelle que la valeur max est 65 535, l'adresse IP du serveur, elle, doit être fixe et accessible par Internet ou par un VPN. D'accord ? Elle ne peut pas changer tout le temps, sinon les machines, comment voulez-vous qu'elles repèrent le serveur ? Par contre, le client, il peut être sur n'importe quelle machine. Voilà, donc serveur fixe et numéro de port bien connu. Donc le numéro de port client, lui, il est choisi automatiquement, comme on l'a dit, par le système d'exploitation, Linux ou Windows, ou Mac, bien sûr. L'adresse IP est celle de la machine où se situe le client. Le protocole utilisé, TCP ou UDP, doit être le même côté client et côté serveur, sinon ça ne marchera pas. Le serveur fonctionne avec un protocole donné et le client doit utiliser le même. Ça, c'est clair. Alors, un exemple de connexion web. Vous voyez qu'ici, on peut afficher à un moment donné, ça c'est sous Windows, l'état de toutes les connexions via la commande netstat. Ici, netstat-n, on va en dire quelques mots, vous permet d'afficher toutes les sockets. Prenons un exemple. Si je prends cette ligne-là, voilà. Ici, vous avez tout d'abord, première colonne, le protocole utilisé, c'est TCP. Deuxième colonne, c'est marqué local adresse. C'est l'adresse où je me trouve. Vous avez ici l'adresse IP, 86 194 121 126, deux points, suivi du numéro de protocole assigné par ma machine, 3034. À ça correspond l'adresse IP du serveur, 193 48 126 29, deux points, 80. Donc ici, il s'agit d'un serveur web, tout simplement. Et cette adresse-là, elle est fixe et accessible par l'Internet. Combien j'ai donc de données? 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai bien 5 informations. Et ça, c'est l'état de la socket, elle est en attente. Voilà. Donc cette commande-là vous fournit toutes les sockets qui sont actualisées sur votre machine. Elle est valable sous Linux aussi, bien évidemment. Donc revenons sur cette commande, c'est la commande netstat. Alors il y a un certain nombre d'options, j'en donne quelques-unes, je ne donne pas toutes ici. Netstat-A affiche toutes les informations sur l'état des connexions. Netstat-I affiche des statistiques. Netstat-C, c'est le rafraîchissement périodique de l'état du réseau. -N affiche les informations en mode numérique, c'est-à-dire qu'il vous donne les adresses IP, etc., les numéros de port. -R, c'est l'affichage des tables de routage. Donc, si je fais netstat-R, j'ai la table de routage sur ma machine. Netstat-T, c'est des informations sur les sockets TCP. Netstat-U, des informations sur les sockets UDP. Voilà. Eh bien, nous passons maintenant au second protocole, UDP, qui est la version light de TCP. Alors, UDP, ça veut dire User Datagram Protocol. C'est une version, comme on l'a vu, simplifiée de TCP, décrite dans le RFC 768. Là, on se trouve cette fois en mode non connecté. D'accord ? Ça veut dire qu'à chaque fois, chaque datagramme devra transporter toutes les informations d'adressage IP. Okay ? Adresse IP serveur, adresse IP client, numéro de port serveur, numéro à chaque envoi de paquet. Parce qu'il n'y a pas de chemin prédéterminé. Okay ? Quand il y a un chemin prédéterminé, toutes les données emploient ce chemin, donc il suffit de mettre l'identifiant du chemin, c'est tout. Tandis que là, il faut mettre toutes les informations nécessaires. Alors c'est un protocole qui est plus rapide que TCP, mais moins fiable. La fiabilité est tout simplement rejetée sur la couche application.
Par exemple, c'est le support des applications TFTP, NFS, SNMP, qui normalement n'ont pas besoin d'une grande fiabilité. Elles ont simple, parce qu'en général, elles sont sur des réseaux, des intranets, hein, donc il n'y a pas trop de problème. Enfin, au départ, c'était comme ça. Alors, dans TFTP, c'est une version de FTP qui est plus rapide, mais si par exemple vous avez un problème sur un paquet qui n'est pas émis, qu'est-ce qui va se passer? Dans TCP, c'est géré, donc on réémet le paquet, puis c'est terminé. Dans FTP, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rien du tout. Ça veut dire qu'il va vous manquer un paquet et donc les données reçues seront fausses. Qui doit gérer ça? Eh bien, c'est la couche supérieure. D'accord? Donc, c'est la couche application qui va procéder au renvoi de tout le fichier. Vous voyez que dans certains cas, s'il y a des problèmes de fiabilité, ça peut être beaucoup plus long que TCP. Tout dépend. Alors l'entête UDP, il est extraordinairement simple par rapport à l'entête de TCP. Vous voyez qu'il y a simplement le numéro de port source, le numéro de port destination, toujours sur 16 bits, la longueur des données émises en octets, hein, plus l'entête, naturellement, et le checksum, très simple. Donc plus simple, tu meurs. Il n'y a pas. Voilà. Alors quand est-ce qu'il est utilisé? Il est utilisé quand la rapidité de transmission est un élément clé. Exemple d'utilisation, TFTP, DNS, jeux en réseau, streaming, ACRT, etc. Voilà. Donc, toutes ces applications utilisent UDP. Alors en bilan pour les applications TCP UDP, donc ici j'ai porté dans un premier bloc le client, donc vous avez quelques exemples de clients, client HTTP, client SFTP, client DHCP, les numéros de port associés. Donc vous voyez que le numéro de port client, il dépend, hein, il est compris entre 1024 et 65 535. Côté serveur, eh bien, si je suis en UDP, j'ai un certain nombre d'applications. DHCP, allocation automatique d'adresse IP. DNS, résolution d'adresse IP en nom. SNMP, qui est une gestion automatique, donc, alors Simple Network Management Protocol, si je me rappelle bien, hein, donc ici c'est de la gestion de réseau. TFTP, donc on vient de le voir, hein, Trivial File Transfer Protocol. Donc tous ces protocoles, même fonctionnant en UDP, ont des numéros parfaitement identifiés, okay, qui sont inférieurs à 1023. Ensuite, vous avez des protocoles basés sur TCP, qui eux ont également des numéros de port attribués, donc HTTP 80, SSH 22, SMTP 25 et FTP 21. Voilà, donc tous ces protocoles, hein, marchent, reposent sur ces fameux numéros de port. Alors maintenant, quelques mots sur les sockets TCP/IP pour terminer. Donc tout d'abord, la structure des sockets. Socket, c'est une famille des interfaces programmables qui supportent des applications réseau qu'on appelle API, Application Programming Interface. Le but, c'est que vous avez deux programmes d'application, un qui s'exécute sur le système local et l'autre qui s'exécute sur le système distant. Et ces deux programmes veulent communiquer entre eux grâce à des primitives standardisées. Donc il s'agit bien de programmes d'application, donc identifiés par des numéros de processus. Alors, si on regarde un petit peu au niveau des entêtes, à quoi correspond tout ça? Alors, à quoi correspond une socket dans les entêtes TCP/IP? J'ai pris un exemple ici, où avec la couche application utilise Telnet, port 23. Alors, Telnet, c'est l'équivalent de POUT TTY, hein, qui permet donc de faire une émulation de terminal distant. J'utilise la couche transport TCP, donc c'est 6 pour le protocole TCP, utilise une couche réseau à une adresse déterminée, par exemple ici 196.0.0.10, au hasard. Qu'est-ce qu'il y aura dans l'entête IP? Dans l'entête IP, vous aurez l'adresse IP de destination, l'adresse IP source, qui vont être échangées à chaque permutation, hein, quand c'est le serveur qui répond, quand c'est le client qui répond. Le numéro de protocole ici, ce sera TCP, donc 6. Et puis dans l'entête TCP, vous aurez port destination et port source, qui sera 23 pour le serveur, et puis un numéro de port pour le client. Voilà, donc toutes les valeurs correspondant à la socket figurent dans les entêtes TCP/IP. Voilà où elles sont. Donc ça, on y a déjà vu, et il n'y a pas de secret là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de socket? Comme type de socket, vous avez
ce qu'on appelle les raw sockets. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas de protocole de transport, il faut faire tout le travail vous-même. Donc, ça, c'est peu utilisé. Par contre, vous avez ce qu'on appelle les datagram sockets qui utilisent UDP ou les stream sockets qui utilisent TCP. Donc, ça, ce sont les plus utilisés qui reposent sur IP et en général sur Ethernet. Alors, la structure de socket, maintenant, vous avez des appels système qui sont dédiés au socket. Donc, ils font référence en fait à un pointeur sur une structure de données. Chaque structure de données est associée à une socket. Donc, socket client, socket serveur. Les informations contenues dans cette structure identifient de manière unique une socket. Un numéro de socket, c'est-à-dire l'association des 5 informations sur Internet à n'importe quel moment, elle est unique. Il n'y en a pas deux identiques. Ça, c'est très important, parce que mathématiquement, ça permet au système de marcher correctement. Alors, parlons maintenant de ce qui se passe entre ces appels système. Alors ça, c'est les appels système tels qu'ils étaient connus au départ. Maintenant, vous avez des applications, vous verrez que les noms peuvent un peu changer, mais en gros, on s'y retrouve. Donc, qu'est-ce qui se passe sur un serveur? Eh bien, sur un serveur, tout d'abord, j'ai un appel socket qui va créer une socket, c'est-à-dire qui va créer le cadre dans lequel je vais mettre mes informations. Bind, qui me permet de lier cette structure de socket. Listen, qui me permet donc d'attendre un certain nombre de connexions. Donc, il y a une valeur par défaut. Ensuite, je peux définir des serveurs parallèles. Bon, c'est plus compliqué, on ne rentre pas dans les détails. Et ici, vous avez un appel qui s'appelle accept. Cet appel est extrêmement important parce qu'il est bloquant. C'est-à-dire que le serveur, il traverse tous ses appels et il arrive jusqu'à accept. Et là, il se bloque. Il se bloque. Pourquoi? Parce qu'il attend tout simplement le client. C'est comme un épicier qui est sur le seuil de sa boutique et qui attend les clients. Tant qu'il n'y a pas de client, il ne fait rien, il range des cagettes, il s'occupe. Et puis quand le client arrive, eh bien hop, il le sert. Eh bien ici, c'est exactement ce qui se passe. Un client va émettre lui aussi l'appel socket et ensuite un appel connect et à ce moment-là, il va se connecter au serveur, s'il a mis les bonnes informations, bien sûr. Ça libère l'appel accept et là, vous allez avoir un ensemble d'échanges read, write, read, write, read, write jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture de la connexion. Donc ici, c'est le client qui va fermer sa connexion, d'accord? Donc le serveur ferme cette connexion-là, mais il repasse ici en accept. Il n'est pas mort. Si vous voulez, sur le serveur, il y a deux clauses. Il y a un clause de la connexion du client, et puis il y a un clause de la connexion du service. En général, le service, il est fait pour fonctionner de manière pérenne, eh bien, le clause, il est assez loin. Donc, il n'a jamais mis en œuvre, sauf s'il y a un problème particulier. Donc, voilà les appels que vous avez. Alors maintenant, ici, plus intéressant, j'ai mis les appels sur le serveur, donc ils sont dans la première colonne, les appels sur le client dans la deuxième colonne, et j'ai mis pour chacun de ces appels, quelles sont les informations de la socket qui sont renseignées. Alors vous voyez qu'au départ, le client et le serveur lancent l'appel socket, tous les deux. Donc là, il y a une seule information qui est remplie à ce moment-là, c'est le numéro de protocole, TCP ou UDP. D'accord? C'est tout. Ensuite, le client fait un bind, c'est-à-dire qu'il va lier la socket à son adresse IP, sa propre adresse, d'accord, et son numéro de port serveur. Donc ça, c'est fait ici. Le client, lui, n'a pas d'appel correspondant. Et ensuite, il attend sur l'appel accept. Et vous voyez que c'est au moment où le client lance un connect, d'accord, qui va se connecter sur le serveur va pouvoir renseigner les deux adresses qui lui manquent, le numéro de port du client, l'adresse IP du client, et le client, c'est à ce moment-là qu'il va récupérer tout, c'est-à-dire le numéro de port du serveur, l'adresse IP du serveur, le numéro de port local, pardon, celui du serveur c'est en bas, le numéro de port local et l'adresse IP locale, ça, il les affecte à ce moment-là, mais il les connaît. Voilà. Donc tout marche comme ça. Alors un petit exemple pour vous montrer que ça, c'est pas du flan, ça c'est un codage récent qui a été fait sur une machine Windows. Alors, les noms des appels peuvent bien évidemment être différents. Donc ici, vous voyez tout ce qui concerne les valeurs locales. Donc ici, je renseigne le numéro de port
qui est celui du serveur, l'adresse IP 10.100.179. Alors, sous Windows, on définit ce qu'on appelle un endpoint. Un endpoint, c'est tout simplement une association de ces deux valeurs de la socket, numéro de port, adresse IP. Donc ici, je définis un point final, d'accord, où je rentre le numéro de port que j'ai défini ici et adresse IP que j'ai définie ici. Voilà. Okay, donc ça, je vais en plus vérifier au niveau du DNS que cette adresse est correcte. Donc le endpoint est défini, il s'appelle remote IP. Comme on l'a vu sur le client, je crée une socket. Donc socket, je l'appelle sender, égale new socket, etc. Et vous voyez qu'ici, je ne rentre qu'une seule information, TCP. Je fonctionne en mode stream, comme on l'a vu, stream socket. Voilà, c'est cohérent. Donc ici, j'ai simplement TCP qui est rentré dans la socket. Et tout se passe ici dans le bloc try. Au moment où je fais sender, donc, qui concerne la socket, connect remote IP, vous voyez que la primitive c'est toujours connect, hein, et je me connecte à ce serveur distant. Voilà. Et ici, la connexion, elle est établie. Donc là, je l'affiche sur console write9 hein, pour vérifier. Ici, je vais envoyer un message au serveur, par exemple celui-là, une string. Elle est convertie en chaîne d'octets, byte message, d'accord, pas d'accent. Et puis ici, j'envoie les données, sender, send message. Donc c'est le send qui remplace tout simplement le write. Et puis après, j'aurai un receive pour remplacer le read. Voilà. Et je fonctionne comme ça, je peux envoyer des messages et puis à la fin, je fais un close socket, terminé. Voilà en programmation comment ça se passe. Donc en conclusion, dans l'architecture client-serveur, le client requiert un service sur un serveur. Alors quel service? Eh bien, à ce service correspond un numéro de port serveur. Sur quel serveur? Eh bien, il faut l'adresse IP du serveur. La contrainte, c'est que le serveur doit être actif en permanence et à l'écoute sur son port serveur, tout le temps. Alors, combien de clients peuvent être gérés simultanément? Eh bien, ça, c'est un nombre prédéfini, comme je vous l'ai dit, dans la primitive listen. Si je me listen 5, je ne peux avoir que 5 clients simultanés. Sinon, je peux en avoir beaucoup plus. Alors, comment traiter plusieurs clients? Bon, le plus simple, c'est d'utiliser le fork sur système Unix, mais il y a beaucoup de méthodes qui ont été conçues pour ça, et il y a des méthodes beaucoup plus sophistiquées pour faire des serveurs pseudo-parallèles. Voilà, donc ce qui fait que sur les gros serveurs, eh bien, vous pouvez gérer des centaines de connexions en même temps. Voilà, c'est terminé pour ce cours.